Nous avons déjà eu un regard dans la profondeur de l'univers jusqu'à une distance de 13 milliards d'années-lumière. On a vu, comme au XXe siècle, on réalise que l'univers bouge dans toutes les directions vues depuis la Terre. Donc, on s'est posé la question, mais d'où vient ce mouvement? Mais l'univers doit avoir un commencement. Car dans la pensée athée, on s'est dit, l'univers est éternel. Comme ça, on ne doit pas penser et croire à un Dieu créateur, puisque c'est toujours là. Mais maintenant, on voit, mais il y a une expansion. Donc, l'univers, dans le passé, n'était pas le même univers avec la même expansion comme aujourd'hui. Donc, et puis, si on calcule en arrière, mais finalement, on a toute la matière ensemble sur un point. Et puisque ça bouge dans toutes les directions, donc il doit y avoir eu un Big Bang, une explosion du début, et on a essayé de recalculer ce début, et on arrive à peu près 13,7 milliards d'années. N'est-ce pas? On peut trouver des chiffres jusqu'à 20 milliards, donc ça ne dépend pas de quelques semaines avant ou après. Mais est-ce que c'est intelligent de simplement prendre le présent comme la clé du passé? Pas forcément. Ça se peut, mais pas forcément. Par exemple, mon dernier, il est très petit pour son âge. Vous savez peut-être aussi pas pourquoi. Mais, alors s'il me dit aujourd'hui, papa, après 10 ans, j'ai donc cette grandeur, je peux calculer, lorsque j'aurai 20 ans, quelle grandeur j'aurai, et je peux calculer jusqu'à 80. Tiens, ce nain devient un géant. Si le présent est la clé pour le passé, mais là, ça ne fonctionne pas. Et puis là, en science, on a simplement pris cette loi qui est souvent fausse. Le présent est la clé pour le passé. Mais au moins, depuis les années 1950, où cette théorie du Big Bang est répartie un peu parmi tous les scientifiques, bien sûr, il y a des minorités qui pensent différemment, mais c'est en fait la théorie dans le monde scientifique aujourd'hui. Alors, là, au moins, on parle maintenant du fait que l'univers doit avoir eu un commencement. Et d'ailleurs, on peut le prouver par la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Ça doit avoir eu un commencement. J'en parlerai encore de ces deux lois. Voilà. Alors on dit, il y avait un commencement où toute la matière était ensemble. On parle là d'une singularité. Il y a eu une explosion dans toutes les directions, bien sûr. Là, on voit seulement une partie. Et dans la suite, à partir de ce chaos total, l'ordre est arrivé. Des soleils, des planètes se sont formés, des galaxies se sont formées, des amas locaux de galaxies, des superamas de galaxies, etc. Donc, on pense dans ces théories, le potentiel pour un univers de 100 milliards de galaxies était une fois concentré dans un point si petit, invisible à l'œil nu. Et puis après, bam! Oui, on n'a rien entendu puisque il y avait pas de l'air autour. Mais la plupart des gens qui sont allés à l'école en Occident connaissent cette théorie, mais la plupart ne savent pas ce qui était avant. La théorie va plus loin. Avant que la matière soit explosée dans l'univers, il n'y avait pas de matière, pas d'énergie, pas de substance, et il n'y avait pas d'espace. L'espace n'existait pas encore. Tout à coup, le Big Bang, en une fraction de seconde, une extension de l'univers
de ce point invisible vers des dimensions cosmiques. À partir du néant, donc, il y a eu formation de matière et d'énergie. Et seulement plus tard, formation d'étoiles, de galaxies, etc. Ce qui est dommage, on parle tant de fois à la télé, dans les masses médias, de ces théories, et on présente ça comme un fait pour tout le monde, n'est-ce pas? Et ce que je réalise, c'est les questions qu'il faudrait demander, poser publiquement, ne sont normalement pas posées. Les bonnes questions. Alors, à Vennes, on ose poser des questions qu'on n'ose pas poser à la télé, publiquement. Alors, je vais vous présenter donc 7 questions et constatations qui sont dramatiques, qui sont destructifs pour cette théorie. Alors, d'abord, première question. Pourquoi pas de formation d'un trou noir? N'est-ce pas, si la matière est concentrée énormément sur une petite région comme au centre de notre galaxie, alors il y a donc une gravitation tellement forte vers le centre que la matière est engloutie vers le centre. Et voilà, formation d'un trou noir. Donc pas explosion, le contraire, implosion. Alors, si toute la matière de l'univers et toute l'énergie étaient concentrées sur un point, alors ça aurait dû finir par un trou noir. Oui, mais pourquoi? On dit qu'il y a eu un Big Bang. Et bien sûr, on peut se dire, oui, mais les étoiles, elles sont là. Donc, il n'y a pas eu une implosion, il y a eu une explosion. Oui, mais ça, c'est contre les lois physiques. Oui, mais au début, il n'y avait pas encore les lois physiques. Ils sont seulement apparus après. Oui, mais c'est une constatation très intéressante parce que c'est pour la première fois en sciences modernes qu'on parle comme ça. Et vous allez voir, ça aura des conséquences néfastes. Deuxième question. Alors si on dit, oui, mais le Big Bang, c'était simplement là, mais même que c'est contre les lois naturelles. Deuxième question, quelle était la cause de l'explosion du Big Bang? Il n'y a aucune énergie connue qui aurait pu être plus grande que la gravitation de la masse de l'univers. C'est quand même un peu drôle. Il n'y a pas de cause connue et quand même on y croit. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Simplement poser une question, ce n'est pas agresser quelqu'un, c'est poser des questions. Et aussi à l'école, il faut poser poliment des questions. Ça peut aider. Un troisième point. Mais tout cela est en contradiction avec la première loi de la thermodynamique. N'est-ce pas? Plusieurs parmi nous ont appris cette loi de la thermodynamique à l'école. Ce premier principe dit il n'y a pas de création d'énergie nouvelle. N'est-ce pas? On dit la somme de l'énergie dans le système fermé et l'univers est considéré comme un système fermé. La somme de l'énergie reste toujours la même. Donc, en physique, en chimie, on est convaincu, absolument convaincu, il n'y a pas l'apparition du néant d'énergie nouvelle. La quantité de l'énergie reste toujours la même. Mais là, on dit, il n'y avait rien, et tout d'un coup, l'énergie est apparue à partir du néant. Mais c'est impossible en sciences naturelles. C'est contre la première loi de la thermodynamique. Oui, mais les lois ne comptaient pas encore au début. On nous dit, oui, mais ça aura des conséquences néfastes, j'ai dit. Voilà, le quatrième point. Tout cela est en contradiction fondamentale avec les méthodes des sciences naturelles. Vous avez vu, la science naturelle a commencé au temps de Galilée, de Kepler, Newton et autres.
Et là, les scientifiques étaient croyants. Ils ont vénéré le Créateur. Et dans la recherche de ces œuvres, ils voulaient voir la gloire de Dieu. Mais à l'époque, au siècle des Lumières, on a remplacé ce fondement chrétien de la science par une philosophie naturelle antichrétienne, sans Dieu. Et alors, depuis là, on s'est dit, mais la vraie science observe simplement les choses qu'on peut mesurer, voir, tester dans l'expériment. On ne pense pas à un créateur qui, depuis l'extérieur, depuis la transcendance, intervient. Donc, impossible de croire en des miracles. On n'accepte que les choses visibles et les choses qu'on peut tester, qu'on peut mesurer. Alors, on a dit, on se base seulement sur les lois naturelles qu'on peut observer. Toutes les autres choses sont exclues. Ça, c'est la religion. Et religion, c'est une bonne chose pour le privé, pour avoir un peu d'espérance personnelle, mais ça n'a rien à faire avec la science. On exclut toute intervention hors des lois des sciences naturelles. Tous les phénomènes naturels doivent être expliqués par les lois naturelles observables aujourd'hui. Et maintenant? Ah oui, mais les lois naturelles n'existaient pas encore. C'était possible que toute la matière et l'énergie soient apparues du néant. Chose absolument inacceptable. Même les chrétiens ne croient pas que tout d'un coup, voilà, une nouvelle énergie apparaît dans la cuisine, n'est-ce pas? On compte avec le fait que la somme de l'énergie reste toujours la même. Alors avec ça, on s'est pendu. N'est-ce pas? On a dit aux chrétiens, mais vous n'êtes pas des vrais scientifiques parce que vous croyez à une intervention divine. Nous restons dans le cadre de la science naturelle, des choses observables. Et maintenant, sans le dire à haute voix, on a vu une révolution dans les sciences naturelles athées. Une cinquième question encore, pour arriver jusqu'à 7. Pourquoi la matière n'est-elle pas répartie également dans l'univers? Oui, ça pose un problème pour un Big Bang. J'ai déjà expliqué ça. Avec tous ces trous entre les amas de galaxies. Alors, c'était un problème pour un certain temps, dans les années passées, et maintenant on a résolu la chose. On a dit, ce qu'on voit comme matière dans l'univers, c'est seulement une toute petite partie. La réalité est beaucoup plus large. Il y a à peu près 90% de matière noire et d'énergie noire qui remplissent les trous de l'univers. Qu'est-ce que c'est cette matière noire? C'est de la matière que nous ne connaissons pas, qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais observée et testée. On ne connaît pas le caractère de cette matière, car elle est absolument différente de toute la matière qu'on a en chimie. On n'a aucune idée, mais elle doit exister. Parce que s'il y a eu un Big Bang, ça doit être réparti de la même façon. Alors, on invente 90% de choses qu'on n'a jamais vues pour retenir la théorie. N'est-ce pas, si des chrétiens inventent de telles choses, on dit, mais ils sont un peu chauds dans leur cerveau. Mais si on dit, voilà ce qu'on pose à l'Institut de technologie à Massachusetts, c'est la science la plus développée du monde entier. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas? Toujours lorsque je parle de matière noire, je dois faire attention de ne pas parler de magie noire. On invente ça pour retenir la théorie. C'est quand même un peu dur. Mais pourquoi dans les masses médias, on ne nous dit pas que c'est un peu problématique d'inventer au moins 90%? Sixième question. Pourquoi l'univers est-il structuré d'une façon complexe? Étoiles, planètes, lunes, galaxies, amas de galaxies, superamas de galaxies, au bord des trous du cosmos,
Ensuite, l'ordre complexe des cellules, des plantes, des animaux, de l'homme. Et puis la chose la plus complexe qu'on connaît dans notre univers, c'est le cerveau humain. Et on ne comprend toujours pas vraiment comment il fonctionne. On sait beaucoup, mais la plupart, on ne connaît pas. Et tout cela est en contradiction avec la deuxième loi de la thermodynamique. N'est-ce pas? La première dit, la somme de l'énergie reste toujours la même. Mais la deuxième nous dit, mais l'énergie qu'on peut utiliser pour un travail, par exemple à la cuisine, elle descend. Donc, vous voyez, le soleil est comme une bougie. La bougie brûle, et après, c'est fini. Le soleil utilise son énergie, la somme de l'énergie reste la même parce que l'énergie est transformée, mais la quantité dans l'univers entier pour être utilisée descend et ça doit finir dans un état de mort où plus rien bouge. La somme de l'énergie reste toujours la même, mais ça arrête. Donc l'univers doit avoir un commencement et une fin. Mais la deuxième loi dit, donc, l'entropie augmente. Et cela veut dire, si c'est généralisé, le désordre augmente. N'est-ce pas? C'est ce qu'on observe tout le temps à la maison avec ses enfants. Seulement par l'intelligence, on peut faire descendre l'entropie à la maison. Et d'ailleurs, si on ne répare pas la maison tout le temps, alors, selon la deuxième loi de la thermodynamique, ça finit par une ruine. Et là, on peut faire de l'archéologie. Et c'est la même chose avec une voiture. C'est la deuxième loi de la thermodynamique qui nous fait lutter jour après jour. Mais alors, là, on croit au contraire que l'ordre soit devenu toujours plus complexe. C'est en contraste avec une des lois les plus prouvées en sciences naturelles. Septième question, pourquoi les bras des galaxies sont-ils toujours fermés? Vous voyez, là, les bras. Ils sont fermés. Pourquoi? C'est drôle, parce que la galaxie n'est pas un carrousel. Vous voyez, j'ai dit, les étoiles ici volent avec une vitesse de environ 3000 km par seconde. Mais ici, vers le centre, c'est la même vitesse. Ça, c'est drôle. N'est-ce pas? Le carrousel est différent. Lorsqu'un petit enfant est vers le centre du carrousel, ça tourne une fois, ce petit chemin, où les grands enfants, tout à la périphérie, ils font le grand chemin. Donc, on est plus vite ici que vers le centre. Mais là, ça, c'est pas un carrousel. Alors, après quelque temps, ça devrait être comme ceux qui courent dans l'arène. Ceux à l'intérieur ont un petit chemin, ceux vers l'extérieur ont un plus grand chemin. Donc, ils commencent sur la même ligne, ils courent la même vitesse, mais avec le temps, il y a un décalage, vous voyez? Et alors, ça devrait donner un décalage terrible après 300 à 500 millions d'années. Ce qui est rien pour les périodes de l'évolution, n'est-ce pas? Ça détruit toute l'évolution. Eh bien, les bras devraient être totalement ouverts, mais ils sont fermés. Là, on a trouvé maintenant une solution. On doit penser que ici, dans cette région extérieure, il y a énormément de matière noire qui colle les bras ensemble. Oui, vous rigolez, mais pourquoi vous n'avez jamais rigolé à la télé? Parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. C'est drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais vous voyez, la science naturelle athée s'est pondue soi-même. Donc, ils sont devenus infidèles à leurs propres arguments. Et maintenant, ils croient d'une façon athée à une sorte de Dieu. Ils croient que tout est apparu
à partir du néant. Autrefois, les athées ont rigolé des chrétiens qui ont cru à une creatio ex nihilo, une création hors du néant, par Dieu. Et maintenant, ils disent, oui, c'est possible, mais sans Dieu. Alors, Paul dit, en 1 Corinthiens 1, 19, « Car il est écrit, Dieu parle, « Je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. » Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Oui, je dois avouer. Mais on n'en parle pas en public, ou moins pas trop. Mais Job dit, en Job 9, verset 8, parlant de Dieu, « Seul il étend les cieux. Il fait la grande ours Orient et les Pléiades. Il fait des grandes choses. Il parle d'une expansion de l'univers. » C'est quand même frappant. Il étend, Dieu étend les cieux. Mais vous pouvez aussi lire dans d'autres passages. Psaume 104, verset 2. Parlons de Dieu. Il étend les cieux comme une tenture. N'est-ce pas? Quand on fait une tente, on crée de l'espace. Hein? Zacharie 12, verset 1. Ainsi dit l'Éternel qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre. Ésaïe 48, 13. Ma droite a étendu les cieux. Moi, les étoiles. Moi, je les appelle. Ils se tiennent là ensemble. 45, 12. Moi, j'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. C'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux et j'ai ordonné toute leur armée des étoiles. Donc, la Bible parle d'une expansion de l'univers, mais elle ne parle pas d'un Big Bang. Donc, elle ne parle pas d'une concentration sur un point. Elle parle d'une création divine, ensuite, expansion. Et on peut l'observer. Ça joue. Mais le présent n'est pas la clé pour le passé. Et maintenant, on finit par la beauté de l'univers.